Bienvenue à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode des rencontres de Training You. On est très heureux de recevoir l'équipe Mawenzi Partners, Guillaume Tellier et Marie Chaptal. Petite présentation rapide, Guillaume Tellier est diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne, profil ingénieur. Il a commencé sa carrière chez Accenture et il est maintenant depuis quelques années chez Mawenzi Partners où il occupe le poste de directeur. Bonjour Guillaume. Et Bonjour. Marie, qui est diplômée de l'EDEC, qui a intégré le cabinet Mawenzi Partners en 2021, l'année dernière. Bonjour Marie. Merci Bonjour. à tous les deux pour votre présence. On est très heureux de vous avoir parmi nous et ça va nous permettre de parler un peu plus de votre cabinet, des process de recrutement, des missions et puis surtout, attendu par beaucoup d'étudiants, l'étude de cas qui sera corrigée en live par vous deux. Très bien. L'agenda, voilà, donc il est le suivant. Je en ai déjà un peu parlé. On va présenter d'abord Mawenzi, parler des process, faire le cas et parler des missions en poste. Donc, vous aurez à la fin de la session la possibilité d'interpeller directement Marie et Guillaume et de leur poser des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et même pendant le cas, si vous voulez nous aider à résoudre le cas, levez la main et vous pourrez aussi interagir avec eux. Avant de laisser la parole, juste quelques mots sur Training You pour rappeler qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Moi, je m'appelle Guillaume Pommier, j'ai cofondé Training You avec Yung Thi Guan. Après une première vie en tant que banquier d'affaires chez Lazare. Et j'ai constaté quand j'étais étudiant à votre place et ensuite quand j'étais chez Lazare qu'il y avait parfois un décalage entre les cours de l'école qui sont assez théoriques et les exigences très concrètes des process de recrutement dans le secteur de la banque d'affaires, mais aussi en conseil en stratégie. Et c'est pour ça qu'on a créé Training You avec Yung Thi en 2019 pour vous aider, pour compléter les cours de l'école et optimiser au mieux vos candidatures. Quelques KPIs, on a accompagné plus de 5000 étudiants depuis 2019. Notre plateforme en ligne a plus de 50 heures de formation. Certains d'entre vous la connaissent déjà très bien. On a beaucoup de partenaires avec des assos, des écoles et des entreprises. Et nos étudiants travaillent dans de nombreuses entreprises, dont des cabinets de conseil. Et vous avez ici quelques cabinets. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous laisse la parole, Guillaume et Marie. Et ma première question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous présenter Mawenzi en quelques mots et nous dire quelles sont les particularités du cabinet par rapport aux autres acteurs du secteur? Oui, tout à fait. On va vous projeter une petite slide introductive. Donc, Mawenzi Partners, c'est un cabinet de conseil en stratégie et organisation qui est détenu par 4 associés qui l'ont fondé donc, il y a 11 ans maintenant et qui a la particularité d'être focalisé sur les leviers de la croissance. C'est-à-dire que nous ne travaillons que sur des problématiques de croissance et pas du tout sur des problématiques de réduction de coûts. Le cabinet est résolument multisectoriel. Nous travaillons pour l'ensemble des secteurs d'activité, peut-être un petit peu moins sur le secteur public, mais tous les autres secteurs d'activité sont représentés. On pourra voir après quelques exemples de clients rapidement. On s'adresse à la fois aux grands groupes et aux ETI, entreprises de taille intermédiaire, voire également à quelques grosses PME ou quelques startups. Depuis l'historique du cabinet, nous avons environ 200 clients. Nous avons opéré à peu près 600 missions. Et nous sommes aujourd'hui une équipe de 45 consultants environ, en croissance forte. Près d'un tiers de nos missions sont réalisées dans un contexte international, donc bien souvent pour des clients dont le siège est en France, mais qui ont des implantations à l'étranger. Nous avons donc 12 secteurs d'intervention, et puis notre offre, et on va y revenir très rapidement, se divise en 4 grands piliers, donc la vision stratégique, les business models, la vente et la relation client et le cadrage de la transformation. Très rapidement sur ces offres pour les décrire un petit peu plus en détail pour ceux d'entre vous qui seraient peu familiers avec le métier du conseil en stratégie. Si tu peux aller sur la page suivante. Donc, sur le pilier vision et stratégique, on est vraiment sur une vision étude de marché, plan stratégique à 3-5 ans, des visions dynamiques de marché, de la fusion-acquisition aussi, stratégie de partenariat pour lancer de nouvelles offres. On a un volet sur tout ce qui est digital avec la stratégie de distribution, les nouveaux business models liés à la distribution digitale, également un volet sur l'expérience de paiement innovante qui est un sujet clé sur le marché actuellement. Sur tout ce qui est évolution des business models, donc là, on entre plus un cran en dessous dans tout ce qui touche maintenant au marketing, avec tout ce qui tourne autour de l'innovation, démarche d'innovation, design de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux business models. On a également un volet d'offres sur le développement durable et la démarche RSE.
Plus généralement et plus classiquement sur le marketing, la marque et l'offre, nous concevons et nous modélisons de nouvelles offres. Nous travaillons également le pricing, le revenu management, la stratégie de marque, le go-to-market. Un cran encore en dessous, et c'est le troisième pilier, nous travaillons sur la performance des ventes et la relation client. Donc avec la stratégie de distribution, la stratégie de relation client, la connaissance client, la fidélisation, la rétention, l'acquisition, l'upselling, et également d'autres problématiques un peu plus opérationnelles sur l'efficacité de force de vente, par exemple, ou d'un réseau de distribution. Et puis enfin, nous avons un dernier pilier sur le cadrage de la transformation des organisations, avec l'accompagnement des comités de direction dans la gouvernance des sociétés clientes, le design d'organisation et de processus, des méthodes de travail innovantes et la transformation des métiers. Et puis enfin, le pilotage du changement avec des plans de transformation, tout ce qui est PMI, Post-Manager Integration, préparation des managers au changement, voire coaching individuel. En revanche, nous nous arrêtons là, nous ne déployons pas la transformation. En fait, on est assez généraliste et on travaille sur l'ensemble des sujets stratégie et marketing classiques. Rapidement, sur les secteurs d'activité, donc comme je disais, nous en avons 12. Donc vous pouvez voir, pas encore, ça va venir, pardon. Vous pouvez voir sur cette page donc, quelques exemples de nos clients historiques. Donc on intervient dans beaucoup de secteurs. Étant de taille humaine, on va dire, chaque année, nos secteurs de prédilection diffèrent en fonction des opportunités commerciales et de la relation avec le client. Donc, cette année, nous sommes très présents dans le transport, la logistique et les services financiers. L'an dernier, on était davantage présents dans la santé et l'assurance. Voilà. Ça dépend des années. Donc, vous voyez sur les logos qu'on travaille à la fois pour des grands groupes, comme je le disais, et puis des entreprises de taille plus modeste, voire des startups. Ce qui nous différencie vraiment sur le marché, c'est d'abord notre ADN, donc la focalisation sur la croissance que j'ai évoquée précédemment, et également la flexibilité, on va dire, c'est-à-dire qu'à la fois en interne, on a un fonctionnement qui est assez horizontal. Vous trouverez, comme dans la plupart des cabinets de conseil, une hiérarchie avec différents grades, de l'analyste à l'associé, en passant par le consultant senior, le manager, le stagiaire également. Mais notre fonctionnement au quotidien est très, très horizontal, c'est-à-dire que les associés travaillent en direct avec des stagiaires au même titre que des consultants avec des managers. Ça, c'est un premier point qui est assez fort, qui est lié à notre ADN et au fait aussi que nous sommes de taille humaine. On a également développé un écosystème de start-up assez important. On est en lien dans beaucoup de domaines avec des entrepreneurs innovants qui nous permettent de mobiliser des experts sur nos missions auprès de nos clients pour essayer d'apporter des idées nouvelles et pour nous également nous nourrir par les dernières innovations, notamment technologiques et en termes de business model, pour rester pertinent sur un marché qui est en perpétuel mouvement. Ensuite, en termes de flexibilité, on a aussi tout ce qui tourne autour du staffing, où on essaie de concilier, dans la mesure du possible, au mieux les aspirations des consultants avec les contraintes de nos clients. Le deuxième point de notre différenciation après l'ADN, c'est notre philosophie. On est vraiment dans un esprit de service très fortement développé avec nos clients. Beaucoup de cabinets parlent de co-construction. Donc, chez nous, ce n'est pas un vain mot, ça se traduit par des faits concrets. Et l'embarquement du client est pour nous un point essentiel. Donc, pour donner un exemple très simple, lorsqu'on livre une mission à un comité de direction, ce n'est pas nous qui allons nous présenter nos recommandations pour nous mettre en valeur, comme le font beaucoup de cabinets, mais on va insister pour que ce soit le client, notre interlocuteur qui présente. Et s'il n'est pas à même de présenter nos recommandations, on considère que la mission n'a pas réussi. On va donc rester jusqu'à trouver un terrain d'entente sur cette vision-ci. Et puis le troisième point de différenciation, c'est vraiment notre accompagnement, avec une exposition très forte des consultants depuis le stagiaire. Dès qu'on arrive stagiaire ou analyste, donc consultant junior, tout collaborateur est mis en front en fait, avec le client, en lien direct avec le client, exposer directement ses enjeux et ses problématiques, ce qui lui permet d'accéder à une maturité rapidement vis-à-vis des interlocuteurs que nous avons, nos clients étant des directeurs marketing, directeurs financiers, directeurs commerciaux, directeurs généraux, donc plutôt de haut niveau. Un esprit de bienveillance aussi, historique dans le cabinet, tant auprès des clients que des consultants. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette première introduction. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus en détail de l'organisation de l'équipe à Paris, notamment de l'articulation entre les différents grades et comment, sur une mission, le travail se fait entre ces différents grades? Alors oui, tout à fait. Donc
le bureau de Paris est notre unique bureau pour le moment, même si nous ambitionnons d'ouvrir un second bureau à Londres dans les 3 années à venir. La plupart de nos clients ont donc leur siège à Paris, en région parisienne, quelques-uns en région, mais la plupart de notre activité est basée à Paris, même si nous avons des consultants qui habitent en région aujourd'hui. Donc, les équipes aujourd'hui chez Mawenzi ne sont pas spécialisées. C'est l'un des marqueurs également forts du cabinet. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, en tant qu'expérimenté, j'ai 15 ans de conseil derrière moi, je ne suis pas spécialisé sur un secteur ou sur une expertise spécifique. C'est-à-dire que je travaille sur à peu près tous les sujets, dans à peu près tous les secteurs. C'est vraiment notre volonté que de former des consultants, entre guillemets, tout terrain, qui sont capables de traiter à peu près tous les sujets de nos clients. Donc, pourquoi aller à l'encontre de ce que proposent la plupart de nos concurrents? Tout simplement parce qu'on considère de manière assez humble que l'expert métier reste le client. C'est-à-dire qu'on ne remplacera pas un directeur marketing qui a 40 ans ou 30 ans d'expérience dans son métier, nous en ayant que 10, voire moins, 10, 15, en tout cas entre 0 et 15. On ne peut pas prétendre arriver chez un client en disant on est expert de votre métier. En revanche, nous, ce qui nous paraît intéressant, c'est d'apporter les meilleures pratiques issues d'autres secteurs à ce client. C'est pourquoi nous forçons, entre guillemets, nous mettons en place le maximum de conditions possibles pour que nos consultants diversifient leurs expériences dans différents secteurs pour apporter et pour prendre le pouls, pour prendre la culture de chacun des secteurs, les meilleures pratiques pour les déployer ailleurs. C'est vraiment ça le positionnement de Mawenzi aujourd'hui. Donc, ça veut dire concrètement qu'on n'a pas de business unit. On a un unique groupe, avec l'ensemble des consultants de tout niveau, et chacun est staffé sur les missions au gré de ses aspirations et évidemment des opportunités commerciales. Très bien. Alors, sur cette page, on voit déjà beaucoup de clients du cabinet. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux missions récentes, très concrètes, qu'a réalisé Mawenzi pour certains clients? Moi, je vais laisser la parole à Marie, peut-être. Oui. Tu peux nous parler de tes missions? Oui, alors moi, la dernière mission que j'ai effectuée, enfin l'avant-dernière plus précisément, c'était une mission pour une maison de champagne qui visait à repenser le positionnement stratégique de leur cuvée iconique. Donc, c'est-à-dire savoir ce qui se fait sur le marché, comment les critiques vins perçoivent ce champagne, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, que font nos concurrents sur ces champagnes d'entrée de gamme. Voilà, repenser un peu tout le positionnement du goût jusqu'au packaging. Et ensuite, ça a été suivi par toute la refonte de la stratégie commerciale. Donc, une fois qu'on a repensé le positionnement de ce produit, comment est-ce qu'on le vend? Sur quel canal? Est-ce qu'on va plutôt en restauration, dans les hôtels, dans les bars? Ou est-ce qu'on se concentre sur les cavistes, sur les supermarchés? Est-ce qu'on interdit certains canaux par rapport à d'autres? Donc voilà, il y a eu toute cette stratégie du produit jusqu'à la stratégie commerciale et la mise en place de cette stratégie commerciale pour cette maison de champagne. Donc là, ce qui était très intéressant, c'est qu'on travaillait beaucoup avec le directeur marketing et aussi on rencontrait très fréquemment le directeur général à qui on rendait des comptes sur cette mission. Donc, c'était très intéressant. Et peut-être une deuxième, donc celle que je suis en train de terminer là en ce moment, pour un acteur du transport et de la logistique, donc qui n'a rien à voir. Et c'est ce qui est assez chouette chez Mawenzi, c'est qu'on est capable de passer d'un secteur à l'autre assez rapidement. Donc là, c'est une stratégie de croissance externe. Donc, notre client veut racheter une entreprise dans le transport et la logistique spécialisée dans la santé. Et donc là, c'est tout un travail de screening du marché, quels sont les acteurs présents et quels sont ceux qui seraient intéressants pour notre client. Donc là, on rentre dans la phase de prise de contact. Voilà, une mission qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi intéressante. Très bien, merci Marie. Alors, dernière question pour la partie présentation du cabinet. Tu en as déjà un petit peu parlé, Guillaume, en parlant du bureau londonien qui va potentiellement s'ouvrir à horizon de 3 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la stratégie ou la vision de Mawenzi à moyen terme? Oui, alors donc nous sommes actuellement en forte croissance. Donc, nous ambitionnons d'atteindre 70 consultants d'ici 2 ans et demi à 3 ans, avec 2 associés en plus. Donc, aujourd'hui, il y a 3 associés, donc on serait à 5 associés. Et on souhaite également renforcer notre positionnement auprès des ETI, parce que c'est un marché qui nous paraît extrêmement intéressant.
Dans les grands groupes ont souvent plus de budget, mais si vous voulez, en termes de conseils, une fois sur deux, vos recommandations finissent dessus d'une armoire parce que bureaucratie à outrance, etc. Alors que auprès des ETI, nous avons un poids plus important. Vous travaillez directement avec le directeur général et il met rapidement en application vos recommandations et on a un impact plus fort. On a la chance d'être en lien avec le mouvement des ETI, METI, qui est l'équivalent du MEDEF pour les ETI, qui nous donne accès à beaucoup de patrons d'ETI et c'est un axe qu'on souhaite vraiment développer. Donc, l'ouverture du bureau également, comme vous le rappeliez. Et puis, nous souhaitons également renforcer notre positionnement dans certains secteurs sur lesquels nous sommes actuellement un petit peu moins présents que l'on a pu l'être par le passé. Très bien. Merci à vous deux pour la présentation de Mawenzi. On va passer maintenant à la seconde partie de ce webinaire, les process de recrutement. La première question est assez simple. Elle est pour toi, Marie. Est-ce que tu peux nous parler du process, comment se déroule le process de recrutement de manière générale chez Mawenzi Partners? Oui, alors le process de recrutement se déroule en 3 tours d'entretien qui sont assez similaires les uns les autres. Donc, on va avoir une première partie de fit, donc là où on va échanger sur le parcours du candidat, creuser un petit peu ses expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc ça, c'est environ 15 minutes. On échange aussi autour du cabinet. On répond à ces questions sur la vie dans le cabinet, les missions, etc. Et puis ensuite, on va réaliser une étude de cas, dont on reparlera un peu plus tard. Là, on y consacre à peu près 35 à 40, 45 minutes, ça dépend. Et puis, ce qu'on essaie de faire nous, dans nos entretiens, c'est de faire un feedback aussi à chaud de l'étude de cas pour que le candidat puisse ressortir avec des éléments concrets d'amélioration. Et puis, lorsque nous le pouvons, ce qui peut être un peu particulier chez nous, c'est qu'on essaie d'organiser aussi des entretiens de groupe au premier tour. C'est-à-dire, ça va être sur le même format, une étude de cas, mais à réaliser en groupe, ce qui nous permet de tester aussi la capacité à travailler en équipe. Donc ça peut arriver. Et en fait, selon les tours, vous allez avoir en intervieweur des consultants de Mawenzi à des grades différents. Le premier tour étant plutôt avec un consultant, le second avec un manager et le dernier tour, vous rencontrez toujours un associé. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, les consultants les plus jeunes chez nous font passer tout de suite, après 1 an d'ancienneté, des entretiens de manière à assurer avant tout le fit, parce que c'est important pour nous et que les jeunes candidats puissent parler à des consultants qui ont 1 an de plus qu'eux, nous paraît être un point important pour assurer l'unité de l'équipe derrière. Très bien. Alors, petite précision, combien de stagiaires vous recrutez chaque année et puis à quelle date? Et aussi, si vous recrutez directement en CDI, jeune diplômé, quel est le rythme des recrutements Alors, nous recrutons à tous les niveaux tout le temps, si je puis dire. Donc, plus pragmatiquement, pour le premier semestre, d'ici la fin du premier semestre 2023, nous avons entre 6 et 8 stagiaires ou CDI, consultants juniors ou analystes, à recruter. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la phase avant l'entretien, il y a la phase de screening. Et c'est important pour les étudiants, cette première phase des candidatures. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants sur qu'est-ce qui est important d'inclure sur un bon CV et potentiellement une bonne lettre de motivation, alors qu'on postule dans le conseil de manière générale et en particulier chez Mawenzi Partners? Alors, comment on postule? C'est assez simple. La plupart des entreprises permettent via leur site internet de postuler en direct ou alors vous accédez via des plateformes telles que Welcome to the Jungle ou Job Teaser au sein des sites intranet des écoles et vous avez accès aux offres de recrutement de la plupart des entreprises. Pour postuler, vous déposez en général votre CV et une lettre de motivation. Le CV doit évidemment contenir les éléments de formation, d'expérience professionnelle, en mettant en valeur, si possible, ce qui tourne autour de la stratégie, du marketing, de la finance, avec les compétences derrière qui correspondent au mieux à ce dont nous avons besoin, nous, dans le conseil en stratégie. Alors, bien évidemment, pour autant, on n'attendra pas d'un junior qu'il soit expérimenté par définition. Et puis, des éléments aussi plus personnels qui révèlent
l'état d'esprit, la curiosité. Chez nous, on est assez attaché aux initiatives personnelles hors parcours scolaire ou en entreprise qui ont pu être lancées par chaque candidat. Et puis, dans la lettre de motivation, vous inscrivez évidemment les raisons de votre motivation. Et ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas envoyer une lettre de motivation bateau qui serait la même pour toutes les entreprises, parce qu'en fait, ça se voit tout de suite. Il faut se renseigner un minimum sur l'entreprise ou le cabinet dans lequel vous postulez, de manière à reprendre quelques mots-clés ou autres qui permettent de personnaliser un petit peu votre motivation lorsque vous candidatez. Merci Guillaume pour ces précisions. Alors, en complément du CV et de la motivation, généralement, les étudiants aiment bien utiliser l'arme du networking pour booster leurs chances de passer les screenings. Une question pour toi, Marie. Comment utiliser au mieux ce networking pour ces candidatures? C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. La plupart des étudiants qui commencent des entretiens de recrutement chez nous ont toujours contacté au moins une personne au sein du cabinet. Donc l'idée pour nous, c'est de vraiment pas hésiter de continuer à faire ça, à contacter des personnes sur LinkedIn. Les consultants sont toujours ravis de partager leur métier. En plus, on se connaît toujours un peu de près ou de loin, donc c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Donc voilà, on incite vraiment les étudiants à le faire, à contacter des personnes à des grades de junior. Et puis la plupart du temps, c'est aussi un des canaux qu'on utilise pour les candidatures. Donc vous pouvez passer directement par ces personnes-là en leur demandant si vous pouvez leur donner votre CV et votre lettre de motivation. C'est quelque chose qui se fait, donc il ne faut pas hésiter. Et puis ça vous permet aussi de pouvoir justement personnaliser ces fameuses lettres de motivation avec des wordings appropriés. Encore une fois, le critère numéro 1 reste la motivation. Donc tout élément qui vous permet d'affiner, de mieux comprendre l'entreprise ou le cabinet avant même de passer les tours d'entretien, en fait, va démontrer par nature une motivation plus importante que d'autres qui arrivent soit pour s'entraîner, soit juste en ayant public posté leur candidature sur JobTeaser. Se renseigner sur l'entreprise pour laquelle on postule, c'est vraiment la base. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de candidats qui ne prennent pas ce temps-là. Donc, c'est important. C'est important parce que sinon, vous perdez du temps, nous perdons du temps, nous, et ça n'apporte pas grand-chose. Alors justement, quand on a bien fait cela, on arrive généralement à la phase de l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment se déroule précisément un entretien en conseil en stratégie et en particulier, toujours pareil, chez Mawenzi Partners? Oui, il va y avoir une première partie de présentation de votre parcours, du parcours du candidat. Donc là, on attend du candidat qu'il soit assez synthétique sur la présentation de ses expériences, qu'il puisse nous dire concrètement, c'est un petit peu la méthode STAR qu'on entend beaucoup, mais qu'il puisse nous dire dans quelle situation il a été, quelles ont été ses tâches à lui. On attend du candidat qu'il se mette en avant lui, donc vraiment qu'il utilise le jeu, le pronom jeu pour exprimer ses expériences. Et puis nous, on va lui poser des questions concrètes sur celle-ci, sur ses formations, sur ce que ça a pu lui apporter, sur ce que ça a pu lui apporter dans sa personnalité et la valeur ajoutée que ça va avoir au sein du cabinet aussi. Donc voilà, ça c'est une première partie. On va aussi creuser sa motivation et pour le conseil en stratégie et en particulier chez Mawenzi Partners, ce qu'il va retenir par rapport à d'autres cabinets, ce qui l'attire particulièrement chez nous. Voilà, sa motivation pour le conseil en stratégie. Et puis ensuite, donc, comme on le disait, on va rentrer dans l'étude de cas métier. Donc là, on va exposer en fait une problématique client directement tirée en général de missions qu'on a pu effectuer. Et puis là, l'idée, donc, c'est que le candidat puisse réfléchir à une approche, puisse d'abord poser des questions sur les objectifs du client, et puis ensuite réfléchir à une approche. Voilà, ensuite, on va échanger avec lui autour de cette approche et avancer pour répondre à notre client. Et puis, on terminera sur une phase de questions-réponses un peu plus approfondie sur Mawenzi Partners, la vie dans le cabinet, comme je disais tout à l'heure. Ça marche. Alors, merci pour ces précisions. Dernière question avant de passer à l'étude de cas. Qu'est-ce qui différencie, selon vous deux, les bons et les mauvais candidats en entretien?
Alors, en fait, si vous voulez, comme dans toute entreprise, on a des critères de jugement pour chacun des entretiens, pour chaque tour d'entretien, qui nous permettent de différencier les bons candidats des mauvais candidats. Donc, dans ces critères, vous allez retrouver ce qui est assez classique, hein, la motivation, comme on disait, je me suis renseigné sur le cabinet, je connais le cabinet, la qualité relationnelle pendant l'entretien, le sens business aussi qui sera testé pendant l'étude de cas notamment, l'adéquation avec les valeurs, mais on va aussi tester un certain nombre de choses qui nous paraissent indispensables dans le conseil et qui vont permettre de distinguer les bons candidats des moins bons. Alors, bons et moins bons, ce n'est pas forcément le bon terme. En tout cas, on va dire ceux qui sont le plus adaptés au métier et au cabinet de ceux qui le sont un peu moins. Pour nous, ce qui est très important, c'est avant tout la rigueur, le pragmatisme, l'enthousiasme, la débrouillardise et la capacité de synthèse. Ça, c'est vraiment les cinq éléments clés sur lesquels on sera intransigeant. Parce que si vous voulez, quand vous êtes face à un C-level chez un client, qui lui va être forcément rigoureux, imaginatif, il travaille encore une fois depuis très longtemps dans son métier, il va falloir être percutant en face. Donc pour ça, et il va attendre un certain niveau d'exigence de notre part en tant que consultant externe. Donc la rigueur, c'est vraiment indispensable. Débrouillardise, pourquoi? Parce que quand vous êtes chez le client, en général, les enjeux qu'on a identifiés en amont correspondent rarement à la réalité parce que son besoin est rarement celui qu'il exprime. Donc, en fait, il va falloir se débrouiller en interne pour comprendre quels sont les réels enjeux et puis ensuite se débrouiller pour aller chercher les bons interlocuteurs chez lui, chercher les bonnes données peut-être pour faire des analyses, se débrouiller pour aller chercher des informations sur le marché. Et ça, vous serez évidemment guidé méthodologiquement par un manager chez nous, mais il va falloir quand même prendre un certain nombre d'initiatives par soi-même. Donc, c'est important pour nous. Pragmatisme, ça, c'est en lien avec l'ADN du cabinet. On n'a pas vocation à émettre des recommandations stratosphériques qui ne seront jamais mises en œuvre. On est vraiment dans une optique d'action. Certes, on travaille sur des plans stratégiques parfois à 3-5 ans, mais ça se décline toujours par une feuille de route concrète. Donc, on a besoin, dès l'entretien, de détecter une forme de pragmatisme de la part du consultant. L'enthousiasme, c'est aussi lié à l'ADN et à notre esprit à Mawenzi. On a besoin de gens qui ont envie, qui sont enthousiastes et qui sont souriants. Pour la relation client, c'est important. Et puis, j'ai oublié le 6e point qui est la curiosité. On a vraiment besoin d'avoir des consultants qui ont envie de découvrir un nouveau secteur, qui vont aller chercher des informations, se renseigner sur ce nouveau secteur par eux-mêmes, avant même qu'on les forme. Voilà. Très bien, merci Guillaume. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie de ce webinaire qui est l'étude de cas. Donc, peut-être je vous laisse partager votre écran si vous avez besoin de le faire. Pour vous, étudiants qui nous écoutez, si vous souhaitez participer à l'étude de cas, n'hésitez pas encore une fois à lever la main, je vous donnerai la parole. Voilà. Alors, chez nous, on fait des études de cas qui sont issues de missions réelles. Donc, vous ne trouverez pas dans le cadre de nos entretiens des cas théoriques comme on peut en trouver dans beaucoup de livres ou de littérature sur comment intégrer un cabinet de conseil en stratégie. Encore une fois, c'est dans une volonté de pragmatisme où on prend des vrais sujets d'émission qu'on rencontre chez nous au quotidien. Donc là, on a choisi un exemple. Oui. Donc, effectivement, on montrera quelques éléments après sur le déroulé du cas. Donc là, l'énoncé serait le suivant. Donc, le PDG d'une maison de champagne envisage de lancer une de ses cuvées à l'étranger. Et donc, il nous sollicite pour savoir si oui ou non il doit se lancer et si oui, dans quel pays. Donc, on est typiquement sur une problématique de croissance dans les vins et spiritueux et c'est une mission tout à fait représentative de ce qu'on fait assez fréquemment. Exactement. Donc, je ne sais pas si certains étudiants auraient déjà une idée de comment aborder cette question ou alors si on se lance. En fait, là, ce qu'on attendrait de l'étudiant, ce serait de commencer en fait par poser des questions, de nous poser des questions en fait sur les objectifs du client. Donc les questions, ça peut être les suivantes. L'idée, c'est de mieux comprendre la problématique et donc ça va nous permettre de personnaliser ensuite l'approche qu'on va avoir pour répondre à cette question. Donc ça peut être, est-ce que le client a un objectif? Est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires?
Est-ce que c'est un objectif juste de s'accaparer un nouveau marché? Est-ce qu'il y a un objectif de temps pour lancer cette cuvée? Est-ce qu'on doit le faire dans 2 semaines ou est-ce qu'on est à un horizon 5 ou 10 ans? Est-ce qu'on a déjà privilégié certains pays par rapport à d'autres? Voilà, tout ce genre de questions. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans une usine où on pose un nombre infini de questions. En fait, ce qui est important là, c'est de souligner que les questions qu'on attend relèvent avant tout du bon sens, en fait. Beaucoup de candidats récitent, entre guillemets, des frameworks appris par cœur en école. Ça se voit tout de suite et en général, ça ne correspond pas aux besoins du client. Il faut vraiment entendre la question qui est posée, se projeter, se dire « Je suis PDG de cette maison de champagne, un homme simple, qu'est-ce que je me demande en fait, très concrètement, pour lancer ma cuvée à l'étranger? À quoi ça sert, etc. » Ça ne sert à rien, en fait, si vous voulez, de réciter par cœur des frameworks, parce qu'en fait, c'est à côté de la plaque la plupart du temps. Et quand vous êtes face à un client, c'est exactement la même chose. Les questions qu'on va attendre, c'est honnêtement du bon sens avant tout. Il faut rester pragmatique, essayer de se mettre à la place au maximum de l'interlocuteur client, donc là, du PDG de la maison de champagne, pour anticiper ces problématiques, ces questions, les questions qu'il se pose. Et c'est comme ça que vous définirez les meilleures questions dans une étude de cas en entretien. Vous posez ces questions à l'intervieweur et ensuite, suivant le cas, il va choisir ou non de vous répondre volontairement pour vous guider sur l'étude de cas. Mais il faut vraiment rester absolument pragmatique et éviter la théorie en se disant j'avais 5 questions à poser dans mon framework, j'ai oublié la 5e, mince. C'est pas grave. Bon sens avant tout, vraiment. Exactement. Donc, une fois ces questions posées et balayées, là, vous avez le droit de demander à votre intervieweur un temps de réflexion, donc d'environ 3 minutes à peu près, pour pouvoir justement poser une approche et vous dire sur quels grands axes vous allez vous pencher pour répondre à la problématique de notre client. Et si vous ne demandez pas ce temps de réflexion, la plupart du temps, on ne vous l'accordera pas, donc on ira directement dans l'échange. Pourquoi pas? Certains candidats sont assez à l'aise pour aller directement dans l'échange. C'est quand même toujours mieux de se prévoir un petit temps pour réfléchir à la structuration de la réponse à la question et la manière de traiter la problématique qui est posée. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. En revanche, il faut le faire avec modération parce qu'on voit de plus en plus de candidats qui, à chaque question posée pendant l'entretien, demandent un temps de réflexion. Donc, nous, chez Mawenzi, on accorde un temps de réflexion effectivement au début de l'étude de cas et ensuite dans le dialogue. Il faut que ce soit fluide parce qu'encore une fois, il faut s'imaginer, vous êtes devant un DG, vous ne pouvez pas lui dire « Attendez, je sors 5 minutes, je vais réfléchir et je reviens ». Il faut pouvoir répondre directement. Exactement, et une fois ce temps accordé, vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous allez nous exposer clairement votre plan d'attaque, votre approche. Et puis, on en discute avec l'intervieweur en lui disant est-ce que mon approche vous paraît cohérente? Si oui, vous pouvez rentrer dans quelques détails. Sinon, on essaie de vous réorienter et de partir sur un autre angle. Donc voilà. Mais ensuite, par exemple, si on part sur la première partie, l'idée, c'est vous pouvez reposer des questions en disant là, par exemple, si on reprend notre sujet, on aurait 3 parties. Une première sur la compréhension de notre client. Donc, on va analyser le profil du client, étudier rapidement le marché français du champagne pour confirmer ou non à notre client s'il faut se développer dans un autre pays. La deuxième partie, ça va être la définition du marché et du produit. Donc, on se lance dans un autre pays, lequel et quel positionnement pour notre produit en termes de prix, en termes de canaux de vente, donc positionnement pur du produit. Et la troisième partie, ça va être la partie commercialisation. Donc ça pourrait être nos 3 grands axes qui nous permettraient de répondre à notre PDG. Là encore, c'est la réponse à des questions très pragmatiques. Le client, le marché, comment je fais pour y aller? Et pour chacun de ces points, n'hésitez pas non plus à poser des questions comme vous le feriez dans la vraie vie auprès d'un DG. On va avant tout capitaliser sur les études existantes. Si lui a des chiffres sur le marché, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un market sizing tout seul. Si lui a des éléments de benchmark sur ses concurrents, ce n'est pas la peine d'aller les chercher.
Donc, posez la question à l'intervieweur, est-ce que vous disposez d'informations sur les concurrents? Est-ce que vous disposez d'informations en interne? Possiblement, il vous répondra non. Mais au moins, vous aurez tenté, et il y aura une partie des questions sur lesquelles il vous dira, bah oui, j'ai des informations, et d'ailleurs, j'ai une pièce jointe à vous donner avec des graphiques, avec des éléments chiffrés qui vous guideront grandement dans la résolution du problème. Et on peut peut-être rentrer dans un exemple. Exactement. Donc, si on reprend les 3 parties que je vous ai exposées, donc sur la partie compréhension du client, là, par exemple, un premier graphique pourrait vous montrer votre intervieweur en disant effectivement, on va rentrer dans le détail du marché français. Alors, je repartage. Donc, si vous rentrez effectivement donc, dans le détail du marché français, on pourrait vous exposer ce type de graphique. Et donc là, l'idée pour le candidat, ça va être déjà de prendre 1 minute pour balayer du regard les différentes informations qu'il a, savoir à quoi correspondent chacun de ces graphiques, et puis être capable donc de faire des analyses de ces graphiques en se disant qu'on voit que le marché français est en déclin, et donc on peut comprendre la volonté de notre client de vouloir s'exporter vers d'autres marchés. Donc ça peut être la première analyse que vous faites. En sachant que, je ne sais plus si on l'avait dit au début, mais là, notre client, il a un objectif de croissance de son chiffre d'affaires. Il ne vend que la moitié de sa production et donc il veut réussir à vendre la totalité de sa production. Mais on voit qu'en France, a priori, le marché semble plutôt saturé. Donc ça, c'est des choses qu'on balayera ensemble pendant le cas en entretien. Dans la deuxième partie, donc la deuxième partie qui vise à définir le marché et le produit, le candidat peut nous proposer de nous demander est-ce que vous avez des informations sur les principaux pays qui importent du champagne, des informations sur le dynamisme de certains pays. Il ne faut pas que le candidat non plus hésite à utiliser son expérience personnelle. S'il connaît le marché du champagne, il peut très bien nous dire je sais, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Voilà. Ça va nous permettre de voir aussi la curiosité du candidat, puisqu'on va se rendre compte si oui ou non il s'intéresse à d'autres secteurs. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser son expérience personnelle. Et un deuxième type de graphique, du coup, qu'on va pouvoir diffuser aux candidats sur cette deuxième partie, ça va être ça. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Donc, on attend du candidat qu'il soit assez méthodique sur l'approche d'un tel graphique, notamment en prenant du temps, en essayant de faire une analyse pays par pays, en voyant donc les grands indicateurs ici. Donc, on a des indicateurs de chiffre d'affaires, des indicateurs de nombre de bouteilles vendues, des indicateurs de croissance, et puis ensuite, plutôt sur la répartition des différentes cuvées. Ah, je crois qu'il y a une question. Non. Ah non. Pardon. J'ai rien dit. Non, ouais. Donc voilà, là l'idée pour le candidat, c'est de ressortir de ce graphique en se disant, bon, on s'aperçoit qu'il y a un seul, 3 pays qui ont l'air plutôt intéressants pour notre client. Donc là, en l'occurrence, on aurait les États-Unis, puisqu'on voit qu'il y a une forte croissance, une part des produits premium qui est plutôt importante, etc. On va peut-être pas rentrer dans le détail. Et donc voilà, l'idée, c'est que le candidat nous fasse une proposition sur les pays qui semblent les plus attractifs pour notre client. Ensuite, donc là, en l'occurrence, on dirigerait plutôt vers les États-Unis, vous l'avez compris. Ensuite, l'idée pour le candidat, ça va être de poser des questions sur, OK, on choisit les États-Unis, comment on positionne notre produit sur ce pays. Et donc là, il peut y avoir des calculs pour se dire quel potentiel on a sur ce marché, quelle cible on va pouvoir toucher, combien de bouteilles on va pouvoir vendre. Donc ça, pareil, on va accompagner le candidat dans cette réflexion-là. Et puis ensuite, on va passer je ne me rends pas compte de combien de temps il nous reste sur l'étude de cas, mais Pardon, vas-y. On peut prendre encore 5 minutes sur l'étude de cas, bien sûr. Ok, super. Et donc ensuite, on va rentrer plus dans le détail des États-Unis. Comment est distribué le vin aux États-Unis? Parce que là, ce qu'on va attendre du candidat, c'est de se dire
de se projeter un peu aux États-Unis. Et souvent, on sait que la réglementation de tout ce qui est vin et spiritueux aux États-Unis est un peu plus compliquée. Donc, on va pouvoir échanger avec lui. Et là, ça va révéler plus son sens business, comme on dit. Et donc là, on va définir avec lui comment sont distribués les vins et spiritueux aux États-Unis pour savoir après vers quel canal de distribution on va se diriger. Et puis, une fois qu'on aura défini notre potentiel du marché et défini nos canaux de distribution, on va pouvoir entrer dans la phase de commercialisation en se demandant, là, cette fois, quels seraient les coûts associés pour nous en vendant aux États-Unis. Donc là, encore une fois, on attend du candidat qu'il fasse des propositions sur les coûts, donc qui vont être multiples. On va avoir les coûts de transport, les coûts marketing, les coûts RH en mettant en place, en envoyant des commerciaux, par exemple, aux États-Unis. Voilà, on attend qu'ils nous donnent des idées là-dessus. Ensuite, encore une fois, bien sûr, on l'accompagne, on n'attend pas à ce qu'ils nous disent le prix d'une caisse de champagne, c'est X, évidemment. Mais on attend qu'ils nous fassent des propositions. Et donc, on rentrera dans cette phase de dernier calcul pour voir si effectivement notre client peut atteindre ses objectifs en se lançant aux États-Unis en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on va attendre sur un cas comme cela. Et puis, pour finaliser cet entretien, l'intervieweur va vous demander de faire une synthèse. Donc la synthèse, en quoi elle consiste? En fait, c'est la recommandation finale qu'on va faire à notre client. Donc là, encore une fois, il faut se mettre en situation en se disant je suis en face du directeur général de l'entreprise, qu'est-ce que je lui recommande? Donc c'est une synthèse, donc ça va être synthétique. Il ne faut pas y passer 10 minutes. Le premier point qu'on attend, c'est que vous rappeliez l'objectif. En quelques mots, donc l'objectif de notre client était de se lancer à l'étranger dans un objectif de croissance de son chiffre d'affaires. Ensuite, on émet la recommandation. Nous lui recommandons de se lancer aux États-Unis. Et puis ensuite, on va détailler rapidement le rationnel qui est derrière ça. Et dans une dernière partie, on peut éventuellement envisager des prochaines étapes en disant si jamais les États-Unis se révèlent peu rentables, on pourrait aussi se pencher plus sur le marché italien, par exemple. Donc voilà, ça c'est les 4 étapes. Objectif, recommandation, détail du rationnel et prochaines étapes. C'est ce qu'on attend d'une bonne synthèse. Ça marche. Merci beaucoup, Marie, pour ce cas. On va passer à la dernière partie du webinaire qui concerne les missions en poste quand on est consultant. Ma première question sur cette partie est très simple. Quel est le rôle d'un consultant junior dans un cabinet comme Mawenzi Partners? Alors, en fait, une mission type, si vous voulez, dans le conseil en stratégie et marketing, quelle que soit la thématique ou l'objet pour le client, c'est en général une première partie avec un diagnostic. Donc, diagnostic interne, vous allez faire des entretiens pour comprendre les enjeux, contraintes, objectifs de votre client. Vous allez collecter des données pour mesurer globalement sa performance, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Externe, vous allez regarder le marché, que font les concurrents et parfois le client du client, essayer de comprendre ses attentes, ses besoins pour faire un diagnostic de la situation globale et synthétiser l'ensemble de ces informations. Donc là, vous allez pouvoir dire vous êtes plutôt bon là-dessus alors que le marché est plutôt bon sur autre chose, vous êtes concurrencé sur tel volet de votre offre, etc., etc. Deuxième phase, recommandation. Donc là, vous allez émettre différents scénarios d'évolution de positionnement, d'offres, de services proposés par le client. Donc, pour émettre ces scénarios, en général, on va organiser un ou plusieurs ateliers de travail avec les clients pour réfléchir ensemble à partir des conclusions du diagnostic. On va les prioriser. Donc, ça veut dire comprendre quels sont les tenants et aboutissants de la mise en œuvre de ces scénarios avec les équipes internes du client, mesurer, estimer, simuler les gains générables par ce scénario. On va décider en comité de pilotage de quel est le scénario qu'on retient. Et puis, en troisième partie, on va définir un peu plus précisément la cible avec un business plan plus détaillé, une feuille de route de mise en œuvre. Ça, c'est une mission classique. Donc, le consultant dans ce dispositif junior, dès son arrivée, il va donc être mis en direct avec le client. Et dans ce dispositif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avant tout aller chercher les informations à l'externe, les éléments de benchmark. Il va participer aux entretiens, il va mener les analyses en interne, il va réfléchir aux messages clés à faire passer au client, il va formaliser l'ensemble des livrables, évidemment, et construire le business plan.
Le manager, lui, le guidera dans les choix, animera les instances clés, supervisera la production des livrables et le choix des orientations, pour faire simple. Ça marche. Merci Guillaume. Une question pour toi maintenant, Marie. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission concrète que tu as réalisée là en tant que junior et qui t'a marqué particulièrement? Oui, celle qui m'a le plus marquée, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est celle que j'ai effectuée pour une maison de champagne. Pardon. Marie est très branchée. Non, mais ce qui était très marquant dans cette mission, c'est le fait qu'elle a été assez complète, puisqu'on est parti vraiment du positionnement stratégique du produit. Et ce qui est assez chouette dans des secteurs comme ça, c'est qu'il y a tout aussi une dimension autour du goût, de la perception du champagne, donc c'est très technique. Et du coup, on en apprend beaucoup aussi personnellement, donc ça, c'est assez intéressant. Il y a eu toute la partie positionnement du produit, où on est vraiment rentré dans ce détail-là, étude de la concurrence, en essayant aussi d'appeler des personnes qui s'y connaissent dans le secteur. Donc, on a fait des interviews avec des grands critiques vins, on a appelé tous les distributeurs sur tous les marchés. Donc là, en plus, il y avait toute une partie en anglais, donc c'est assez intéressant. Et puis, on appelait aussi bien des Japonais, des Australiens que les distributeurs italiens. Donc, ça permet d'avoir des points de vue très divers et d'échanger avec des experts du secteur. Donc, c'est toujours très enrichissant. Et puis après, on est allé jusqu'au bout, puisqu'on a fait aussi toute la stratégie de commercialisation. En travaillant vraiment main dans la main avec le client. On s'est rendu plusieurs fois, du coup, en Champagne. Donc c'était vraiment une mission très complète sur laquelle j'ai beaucoup appris. Ça a duré 2 fois 3 mois, c'est à peu près la longueur moyenne de nos missions. Mais donc on est vraiment rentré dans un niveau de détail très intéressant et c'est ce que j'ai trouvé vraiment super et c'est ce qu'offre aussi Mavendy Partners. Donc voilà, elle m'a bien marqué cette mission. Merci Marie. Alors, il y a un sujet qui revient maintenant assez régulièrement chez les étudiants, c'est le sujet du work-life balance ou de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, à la fois la banque d'affaires et le conseil en stratégie sont des secteurs assez exigeants en termes de volume horaire. Comment on concilie les deux quand on est junior chez Mavendy Partners? Alors, c'est sûr que ce sont 2 métiers qui sont prenants, mais tellement motivants aussi de par la découverte de l'ensemble des sujets au jour le jour. Moi-même, je continue à découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux secteurs, de nouveaux clients. Donc, chez nous, on essaie au maximum de respecter l'équilibre entre vie pro et vie perso par des faits assez simples. Donc, quand on est staffé sur une mission, on ne va pas être mobilisé pour faire une proposition commerciale ou une réponse à une appel d'offres. Donc ça, c'est assez différenciant aussi sur le marché. C'est-à-dire que si vous êtes vendu, vous êtes vendu. Donc, vous vous concentrez uniquement sur votre mission. Ensuite, évidemment, il y a des personnes qui sont plus ou moins bien organisées, plus ou moins bien productives. Donc, il peut y avoir des rushs, il peut y avoir des personnes qui s'en sortent très bien. Mais en tout cas, nous, on est au management de Mavendy, on est dans une écoute extrêmement forte des consultants sur ce point qui nous tient à cœur, puisqu'on a une image aussi à marque employeur qui est aussi fondée sur cet équilibre de vie pro-perso. Donc s'il y a un problème, il faut évidemment le remonter. Aujourd'hui, dans l'open space, si vous voulez, après 20 heures, il n'y a plus grand monde. Hein. Contrairement aux 3 gros cabinets où vous allez avoir du monde jusqu'à 3 heures du matin. Il faut être clair. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vie. Peut-être que vous progresserez un peu moins vite. En tout cas, notre courbe de croissance, de carrière est tout à fait dans les standards du marché. Donc chez nous, on veille vraiment à essayer de respecter cet équilibre. Ensuite, on est quand même dans un métier prenant, ne serait-ce que psychologiquement, c'est sûr, si ce n'est pas forcément dans les horaires. Ça marche, merci Guillaume. Dernière question avant de passer à la fin du webinaire et au Q&A. Une question assez rapide pour vous deux, en quelques mots. Quelles sont les qualités d'un bon consultant junior? Ça rejoint un petit peu les critères qu'on évoquait tout à l'heure, hein, mais pour nous, quelqu'un qui est rigoureux, curieux, débrouillard, qui sait réfléchir, qui sait travailler, il arrivera bien à faire le métier. La connaissance marketing, la connaissance sectorielle, il l'apprendra évidemment chez nous. En revanche, le fait d'être rigoureux, en général, ça ne s'acquiert pas au travail, ça s'acquiert plutôt avant, à l'école ou classe préparatoire, le cas échéant, ou ce genre de choses.
Ça marche. Je vois Merci à qu'il vous y a une deux. question, je vois qu'il y a une question qui est arrivée tout à l'heure. Désolé, je ne l'avais pas vue sur la fourchette des salaires. Oui, En fait, là-dessus, on est tout à fait transparent. Donc, chez nous, quand vous intégrez en CDI, en sortie d'école, donc consultant junior ou analyste, chez nous, vous êtes à un salaire autour de 50 000 euros bruts, euh, plus un petit variable. d'accord. Bah, merci pour la précision, Guillaume. Avant de passer au Q&A, si certains ont des questions, petite parenthèse, du coup, vous avez entendu que Mavenzy Partners recrute toute l'année. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont en train de chercher leur stage, eh bien, vous pouvez retrouver une préparation complète sur la plateforme TrainingView. On a 3 packs pour conseiller en stratégie qui sont tous sans engagement, assez flexibles. Et pour ces 3 packs, vous pouvez à la fois retrouver des cours qui vous expliquent en fait la méthodologie des différentes étapes du process. Pour retrouver des cas, alors il y a plus de cas au fur et à mesure des packs qui couvrent les différents frameworks et qui sont de très bons exemples sur lesquels vous pouvez effectivement, avec lesquels vous pouvez beaucoup apprendre, des cas très différents qui regroupent différents secteurs aussi. Et puis, vous avez aussi des exercices interactifs dans le pack premium où là, en fait, c'est une étude de cas, mais où vous pouvez écrire votre réponse directement et ensuite obtenir le corrigé au fur et à mesure du cas. Donc, c'est un peu différent de la manière dont sont présentés les cas, les autres cas. Voilà. Pour ceux qui souhaitent booster leur préparation pour les cabinets de manière générale et pour Mavenzy Partners en particulier, n'hésitez pas à rejoindre notre plateforme. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. Est-ce que vous avez des questions pour Guillaume et Marie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, n'hésitez pas. Ou à utiliser peut-être la petite plateforme QNR où on avait déjà eu une question sur les salaires. En attendant les questions, je rajouterais peut-être aussi un élément dans ce qu'on attend des qualités d'un bon consultant junior. C'est aussi, on en a parlé, mais c'est l'enthousiasme. Je trouve, là, depuis 1 an et demi que je suis chez Mavenzy, qu'il y a quelque chose qui différencie vraiment le cabinet aussi, c'est toute la partie à côté du travail, en fait. Il y a une vraie bienveillance et une vraie bonne ambiance au sein du cabinet qui est liée donc à l'enthousiasme de chacun. On s'organise aussi assez régulièrement des week-ends ensemble. Par exemple, on avait fait en juin un week-end vin et vélo. Là, on est en train d'organiser le prochain week-end ski. Donc déjà, c'est des éléments qui sont vraiment forts pour la cohésion d'équipe. Et puis là, on revient de notre séminaire annuel qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant, qui est toujours très fort en émotion et qui est aussi un moment assez inoubliable pour créer des vrais liens avec ses collègues. Donc, je pense que c'est important aussi dans l'équilibre pro-perso de se lever le matin en se disant qu'on rejoint une équipe qu'on apprécie et qui est enthousiaste dans le quotidien. Voilà. On trouvait que c'était important de le souligner. Ça marche. Merci beaucoup, Marie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Guillaume et Marie. Il y en a une. Il y en a une. Ah, pardon, j'ai pas vu dans le QNR. Alors, il y a une question sur les profils spécialisés, pharmaciens par exemple. Donc, on a déjà eu chez nous un profil pharmacien puis école de commerce. Pharmacien tout court, a priori non, parce qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, l'expert sectoriel pour nous reste le client. Si on a besoin de mobiliser une expertise spécifique sur un sujet, on prendra un partenaire en freelance ou une entreprise spécialisée. Voilà, on cherche des profils plutôt généralistes. Après, on est tout à fait ouvert à des profils doubles, mais il faut au moins, je pense, avoir fait une de nos formations cibles en complément. Je ne sais pas si je réponds à la question correctement. Non, merci, Les Guillaume. différences entre un stagiaire et un analyste. Donc, tous les stagiaires qu'on prend chez nous sont mis dans un cadre de pré-embauche. Donc, la différence principale, alors, c'est pas l'exposition client, mais c'est le niveau d'exigence et l'accompagnement en termes de formation. On va considérer qu'un stagiaire, entre guillemets, ne sait pas faire grand-chose du métier, ce qui est tout à fait normal, alors que l'analyste, on va attendre qu'il ait 6 mois de plus ou voire 1 an de plus dans certains cas. Donc, c'est dans le quotidien que le manager aura un niveau d'exigence moindre. En revanche, les tâches seront similaires. Donc, pharmacien et master spécialisé en école de commerce, ça pourrait être tout à fait envisageable. Après, tout dépend aussi des expériences que vous avez pu avoir.
pour compenser, entre guillemets, la partie non cible de, de, de votre parcours, on va peut-être attendre qu'il y ait un peu plus de stages qui correspondent à des sujets un peu stratégie ou marketing ou finance éventuellement. Voilà. Puis ensuite, il faut, je ne sais pas si c'est lié, mais si vous êtes de profil pharmacien plus master spécialisé, au même titre que tous les autres consultants, vous travaillerez aussi sur d'autres secteurs que la santé. Donc, faut savoir, enfin, sauf si vous souhaitez vraiment être spécialisé, mais la plupart de nos consultants, comme je le disais, travailleront sur tous les secteurs. Il est tout à fait possible de faire un stage de moins de 6 mois chez nous. En revanche, on privilégie vraiment les stagiaires de fin d'études, éventuellement les deuxièmes parties de césure, en raison de cette exposition client. Vous êtes tout de suite mis face à des directeurs marketing et généraux, même accompagnés évidemment, mais voilà, on ne peut pas se permettre de mettre des profils trop jeunes. Ah, il y a une autre question encore. Ça ne s'arrête plus. Donc, la formation interne, nous avons un programme de formation interne standard niveau par niveau. Donc, déjà, vous avez l'accueil. Quand vous arrivez pendant 1 à 2 semaines, vous avez des journées sur la compréhension du fonctionnement du cabinet, bien évidemment, mais aussi sur les compétences de base, donc PowerPoint, Excel, analyse de marché, benchmark, etc. Et puis, au fur et à mesure de votre carrière, vous avez des formations qui sont prévues à chaque jalon, en interne ou en externe. Et après, chacun a la possibilité d'avoir des formations spécifiques suivant ses aspirations ou ses besoins sur les missions. La moyenne d'âge pour postuler, aucune idée. Je pense qu'on est en fin de parcours, donc ça doit être 23-24 ans, quelque chose comme ça, la moyenne d'âge. En tout cas, on n'a pas de critères sur les âges des diplômés. Et est-ce qu'on prend des stages d'observation de 2 mois? Ça a déjà été le cas. Ce n'est pas ce qu'on recherche particulièrement. Est-ce que vous prenez des alternants de fin d'études? Alors, les alternants, pour l'instant, on n'en a jamais pris, mais c'est l'une des questions que nous sommes en train de traiter avec notre directeur financier et juridique. Combien de temps prend le process en moyenne? Donc, ça dépend plus du candidat que de nous. On sait être très réactif, donc ça peut durer de 2 semaines à 2 mois. Le minimum, c'est 2-3 semaines. Ça marche. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Guillaume et Marie? N'hésitez pas dans le Q&R. Oui, encore une. Oui, nous pouvons prendre des doctorants. Après, tout dépend du doctorat. Si c'est un doctorat en chirurgie plastique, ça correspond un peu à notre besoin, mais en tout cas, on est tout à fait ouvert à des profils docteurs. Merci à vous, en tout cas. On a passé la deadline de 13h15, donc on ne va pas retenir plus longtemps Guillaume et Marie qui ont déjà été, qui ont déjà pris le temps de partager leur expérience, leur parcours et leurs conseils auprès de vous. Donc, merci à vous deux pour cela. Merci à vous qui avez suivi cette session. On est très heureux de l'avoir animé. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Et dernier mot, pour ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn où on donne beaucoup d'infos sur les prochains événements et où on met aussi de l'actualité sur les secteurs finance et conseil. Donc, ce sera toujours utile pour vous et vos prochaines recherches. Merci à tous. N'hésitez pas non plus à suivre celle de Mawendi Partners. On vous remercie en tout cas pour votre participation également. Et n'hésitez pas à nous solliciter en direct ou via notre site ou la page Welcome to the Jungle si vous avez des questions ou si vous souhaitez postuler également. Voilà. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.